Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de ce colloque qui ont réussi à le maintenir jusqu'à sa dernière journée. Merci aussi à ceux et celles qui sont encore présents, malgré ce décalage horaire, afin d'écouter et d'échanger sur cette communication. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit préambule qui permettant d'annoncer le cadre de recherche dans lequel cette communication s'insère. Alors, on sait depuis plusieurs années maintenant que l'histoire des maladies infectieuses est parfaitement tangible à partir de l'étude de certains ensembles funéraires, et vous en avez eu un aperçu hier après-midi. Des recherches interdisciplinaires qui ont été abordées sous l'angle du croisement de l'histoire, de l'archéologie et de la biologie ont peu à peu conduit à un renouvellement complet des connaissances et des problématiques quant aux manifestations et conséquences des épidémies médiévales et modernes sur les sociétés du passé, et tout particulièrement pour la seconde pandémie de peste. Tout un pan de la recherche sur les premières épidémies de notre ère était à construire, et il était donc assez naturel d'engager des recherches concernant à la fois la première pandémie de peste, dite donc peste justinienne, et les épidémies antiques. Et c'est ce qui vient de débuter dans le cadre d'un projet ANR, donc qui a été déjà annoncé, associant plusieurs chercheurs français et étrangers, un projet qui s'intitule donc Peste et société humaine, émergence, évolution et transformation bioculturelle. Alors, c'est plus précisément sur les épidémies antiques et sur le volet archéo-anthropologique que je vais centrer mon propos aujourd'hui. Alors, la rare documentation archéologique dont on dispose actuellement est ciblée entre les premiers et le 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, deux ensembles funéraires dont la fouille est déjà terminée, mais qui sont en cours d'étude, sont susceptibles d'être exploités à court terme. Deux ensembles funéraires en France, l'un à Bordeaux avec le site de l'îlot Castéja, un site assez exceptionnel qui a livré un très grand nombre de sépultures multiples. Bon, comme vous le savez maintenant, ce terme est assez classiquement consacré aux sépultures qui renferment un grand nombre d'individus inhumés simultanément et dans une même entité architecturale. Et ce site de l'îlot Castéja est assez exceptionnel de par son grand nombre de sépultures multiples, je l'ai dit, mais aussi par l'état de conservation remarquable des ossements. Le second site se situe à Chartres. Par contre, l'analyse est particulièrement complexe du fait de la présence de plusieurs dépôts simultanés, mais désordonnés, qui sont distribués dans différentes cuvettes, elles-mêmes insérées dans une très grande fosse creusée le long d'un sanctuaire. Alors, à court terme aussi, pourront être intégrées dans une réflexion générale les données issues du site déjà étudié de Gloucester, qui, selon certains auteurs, serait potentiellement lié à une peste antonine. Je ne reviens pas sur le terme de peste qui a déjà été discuté au cours de ces journées, bien que ce site ait été interprété par d'autres comme une possible fosse commune réservée aux indigents. Et de même pourront être consultées les données concernant la sépulture multiple découverte dans l'ancienne ville de Parion, aujourd'hui nommée Kemer et située en Turquie. Alors, d'autres sites antiques, identifiés comme potentiellement liés à une épidémie, se trouvent aussi en Italie et concernent plus particulièrement 3 catacombes romaines. La mieux documentée est la catacombe des Saint-Pierre et Marcellin, qui depuis quelques années déjà a fait l'objet de plusieurs investigations. Et même si je suis la seule à en présenter les principaux résultats aujourd'hui, ils sont le fruit de collaborations avec plusieurs chercheurs. Et la monographie de ce site, rassemblant l'ensemble de ces recherches, devrait voir le jour courant 2021. Alors, quelques petits rappels. Durant l'Antiquité, Rome dispose à sa périphérie d'une 60aine de catacombes, dont la majorité sont chrétiennes, quelques-unes hébraïques. Depuis les années 70, d'importants travaux de recherche ont été menés sur la catacombe des Saint-Pierre et Marcellin, à la fois par la Commission pontificale d'archéologie sacrée, mais surtout par Jean Guyon, qui en a fait sa thèse d'État en 1987. Alors, cette catacombe, comme vous le voyez, située sur la Via Casilina, qui reprend le tracé de l'antique Via Labicana au sud-est de Rome. Avant son transformation en un ensemble funéraire souterrain, le sous-sol était exploité par endroits en carrière de pouzzolane et par des ouvrages hydrauliques. 3 aires funéraires ont été découvertes en surface et fouillées, respectivement en 1948 et 1977.
C'est probablement vers 270 qu'a débuté la genèse de la catacombe en un point central, nommé région X, et qui apparaît en noir ici sur cette illustration. Puis les creusements se sont progressivement étendus vers l'ouest, puis vers le sud pour ne former qu'un seul vaste et unique complexe. Elle s'est ensuite développée dans toute la partie orientale du réseau au début du IVe siècle, avec notamment l'apparition d'une importante basilique flanquée du mausolée de l'impératrice Hélène, la mère de Constantin, dont le sarcophage est actuellement visible au musée du Vatican. Alors, la catacombe est utilisée dans sa fonction funéraire durant tout le IVe siècle, avec une concentration des inhumations à proximité des saints martyrs, et particulièrement Pierre et Marcellin. L'espace funéraire connaît ensuite le développement du culte des martyrs, encouragé par l'action du pape Damas Ier. Elle est progressivement abandonnée et puis totalement oubliée, et elle n'est redécouverte qu'en 1594 par un archéologue amateur, Antonio Bozio, qui initiera le début du dégagement des galeries. Et c'est au XIXe siècle que le pape Pie IX institue la commission pontificale d'archéologie sacrée dans le but de conserver, étudier et valoriser les lieux. Des travaux y sont encore régulièrement menés afin d'entretenir tout le réseau et faciliter aussi les recherches scientifiques. Alors, ce vaste complexe funéraire couvre environ 3 hectares de superficie, soit 4,5 kilomètres de galeries souterraines et disposées sur 3 niveaux superposés. Il renferme entre 20 et 25 000 tombes. On y voit des galeries rectilignes creusées dans le tuf, pourvues de loculi, des tombes individuelles simples, et on y trouve également des tombes un peu plus élaborées de type arcosolia, surmontées d'un arc décoré, ainsi que des cubiculas, des chambres funéraires réservées à de possibles regroupements familiaux ou des corporations. Arcosolia et cubiculas sont fréquemment décorés de fresques très colorées et toutes les scènes importantes de l'art chrétien y sont représentées, de même que certaines activités artisanales. En 2003, la rupture d'une canalisation à proximité de bâtiments qui surplombaient le secteur central de la catacombe a nécessité des travaux de dégagement d'une partie du réseau funéraire souterrain, partie considérée comme la plus ancienne et jusqu'alors totalement inexplorée. Le déblaiement révéla la présence de plusieurs cavités de dimensions et altitudes variables communiquant entre elles. Ces salles présentaient en outre la particularité de renfermer les restes de plusieurs individus accumulés sur une hauteur importante. Les restes d'une peinture murale du Haut Moyen-Âge scellaient le couloir d'accès à l'un de ces ensembles et en raison de certains détails iconographiques, la Commission pontificale d'archéologie sacrée avait alors émis l'hypothèse de tombe de martyrs chrétiens, ce qui restera pendant un moment une de nos hypothèses de recherche. Alors, la suite d'une première intervention archéologique qui a été réalisée par une équipe italienne en 2004, plusieurs missions de fouilles se sont succédées de 2005 à 2010. Alors, nous avons procédé dans un premier temps à la fouille exhaustive des 2 plus petits ensembles. Puis, en 2008 et 2010, nous avons entamé la fouille de 2 salles plus vastes qui, à ce jour, ne sont pas terminées. Alors, vous avez ici un petit aperçu des conditions de fouille, assez difficiles, j'avoue, en raison à la fois du dénivelé important entre les salles, mais aussi surtout de leur surface très restreinte, puisque certaines ne pouvaient contenir qu'un seul fouilleur. Alors, nous avons cherché dans un premier temps à confirmer le caractère primaire des dépôts de corps. Et ces illustrations montrent des empilements de squelettes en bonne connexion anatomique, preuve donc d'une décomposition des cadavres sur place. L'analyse a également consisté à discuter le caractère simultané des dépôts de corps, fondamental pour établir un diagnostic de crise, et les observations ostéologiques ont permis, de manière ponctuelle, de documenter des contacts entre les squelettes, et ce, sans aucune perturbation. Alors, ces discussions ont toutefois été limitées. En premier, par le mauvais état de conservation générale des ossements, et dans certains cas, par la présence de plâtre et de tissus, que je vous présenterai un petit peu plus tard, plâtre et tissus qui séparaient les individus et qui nous privaient ainsi du contact entre les squelettes. De plus, les observations effectuées dans les 2 plus petites salles, d'environ 2 mètres carrés chacune, ont permis de montrer que certaines strates de squelettes étaient séparées par des passes de sédiments. Le diagnostic de simultanéité des dépôts s'est donc limité aux squelettes appartenant à un même niveau, et la contemporanéité des dépôts des différentes couches de squelettes ne pouvait pas être attestée.
Et ces limites nous ont donc conduit à recourir à d'autres arguments. Nous nous sommes intéressés dans un premier temps à l'organisation spatiale des squelettes, qui, comme on peut le voir sur la diapositive, rend compte d'une rationalisation de l'espace. Les individus sont disposés tête bêche et les jeunes enfants sont répartis dans des espaces libres entre les corps des adultes. Alors, il a été privilégié une représentation assez schématique des squelettes, mais qui est clairement plus lisible que sur les photographies. Ces observations sont un argument supplémentaire pour attester d'une simultanéité des dépôts au sein d'un même niveau de squelette. Nous nous sommes également interrogés sur le contexte des dépôts, et notamment sur la compatibilité entre le faible volume des salles et le dépôt simultané de la totalité des corps. La restitution tridimensionnelle des niveaux de cadavres dans les deux plus petites salles a permis de démontrer que le volume cumulé des corps excédait largement l'espace disponible, ce qui excluait donc le dépôt de tous les cadavres en une seule opération et permettait plutôt d'envisager plusieurs étapes qui se seraient succédées sur un temps plus ou moins long. Afin de compléter notre analyse, nous avons assimilé chaque niveau de squelette à des entités stratigraphiques. Et cette approche a permis de mettre en évidence de nets effets de cuvette, ainsi que des positions osseuses allant à l'encontre des capacités physiologiques de flexion des articulations. Ces anomalies permettent de suspecter des effets de soutirage et donc une décomposition synchrone des corps appartenant à plusieurs niveaux successifs. Des analyses physico-chimiques ont ensuite été réalisées sur des échantillons de la roche encaissante. Et elles ont permis de démontrer que la roche encaissante avait bien subi l'action des jus de décomposition et aussi de suspecter un niveau maximal de remplissage des salles qui, corrélé au résultat des restitutions tridimensionnelles des volumes corporels, nous indiquait que 3 phases de dépôt au moins se sont succédées dans une des salles. Une autre piste de réflexion a concerné la répartition spatiale des sujets selon certains critères biologiques, des critères sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Il est apparu que dans une salle au moins, la répartition des individus les plus jeunes n'était pas homogène entre les niveaux. À l'exception d'un seul individu, tous les enfants de moins de 10 ans étaient situés dans les 5 premiers niveaux de dépôt. Alors, cette nette évolution de la mortalité au cours du temps paraît peu compatible avec une mortalité naturelle, mais davantage avec celle relevant d'une épidémie qui aurait touché préférentiellement les plus jeunes dans les premiers temps de la crise. Alors, en résumé, sur la restitution de la dynamique des dépôts, nous pouvons dire qu'il existe un certain nombre d'indices qui rendent compte de dépôts simultanés, avec toutefois un fonctionnement qui semble caractérisé par plusieurs phases de dépôts simultanés qui se sont enchaînées. Il restait toutefois 2 questions à approfondir. Pour d'abord comprendre la chronologie de fonctionnement de ces ensembles et discuter aussi évidemment des arguments qui nous permettaient de trancher entre la présence de martyrs chrétiens ou bien de victimes d'épidémies. Alors, l'analyse de 5 monnaies, dont 4 sans position stratigraphique précise, a permis de définir un spectre de circulation qui s'étale de la fin du 1er au milieu du 3e siècle. Il est concordant avec les datations fournies par le peu de matériel funéraire découvert en place au contact des individus et qui se résume à un anneau en jet, une paire de boucles d'oreilles et 2 fragments d'épingles à cheveux à noces, des objets connus en Italie entre le 1er et le 3e siècle. Nous avons eu recours à plusieurs datations radiocarbone, essentiellement sur os, mais également sur quelques fragments de tissu, ainsi que sur des pépins de raisin bien conservés, découverts dans l'abdomen de certains individus. Nous avons choisi de dater les vestiges à différents niveaux, de manière à pouvoir apprécier d'éventuels chevauchements et de discuter la durée d'utilisation de chaque tombe. Alors, il se dégage de cet ensemble de dates une certaine homogénéité, puisque la plupart des données C14 obtenues sont comprises entre la fin du 1er et le début du 3e siècle. 2 points importants peuvent toutefois être soulignés. Ces datations semblent traduire une mise en place des dépôts à des périodes différentes selon les salles. Et d'autre part, elles révèlent la précocité de l'utilisation de ce secteur de la catacombe par rapport à ce que l'on connaissait de son fonctionnement en tant que cimetière communautaire chrétien, et voire celui des catacombes en général. Alors, actuellement, l'ensemble de ces datations, combinées à l'étude stratigraphique de ce réseau, études menées par les archéologues de la pontificale, nous permettent d'émettre quelques hypothèses sur la chronologie d'occupation des différentes salles. L'étude archéologique a révélé la présence d'un puits vertical relié à l'extérieur dans un couloir proche du secteur central. Ce puits pourrait constituer un point d'accès aux différentes salles
Et c'est ce que semblent confirmer par ailleurs les résultats de l'analyse entomologique grâce à la présence de certains genres d'insectes découverts au contact des squelettes. L'acheminement des individus se serait ensuite fait dans deux directions opposées et en premier lieu dans les deux plus petites salles clairement creusées à cet effet. L'espace central aurait ensuite été investi, puis les deux grandes salles les plus à l'est, suivies d'un comblement du secteur le plus profond. Les dépôts les plus tardifs se situeraient dans le secteur le plus proche du couloir d'accès. Alors, certaines observations et analyses ont apporté un éclairage singulier sur le traitement funéraire dont ont bénéficié certains individus. En effet, certains vestiges récurrents suggèrent l'existence probable de draps de lin enveloppant de façon stricte des corps qui étaient préalablement enduits de plâtre. À cette découverte s'ajoute aussi celle de nombreux fils d'or, de paillettes d'ambre de la Baltique observées au contact de certains individus, ainsi que la présence de résine, dont de la sandaraque et de l'oliban. Alors, ce traitement funéraire particulier, mettant en évidence l'utilisation de matériaux coûteux, suggère un statut social plutôt élevé pour certains défunts. Une de nos premières hypothèses est qu'il serait en relation avec la nature épidémique des décès. Mais à notre connaissance, les populations antiques ne reconnaissent aucune vertu prophylactique au plâtre. L'encens pourrait toutefois avoir été utilisé afin de se protéger d'éventuelles mauvaises odeurs et l'ambre aussi pour ses vertus prophylactiques. Une seconde hypothèse est que ce traitement funéraire, assez complexe, pourrait témoigner d'une tradition propre à un groupe particulier. Et c'est ce que nous avons tenté d'affiner en ayant recours à différents arguments d'ordre biologique. Alors, les 4 campagnes de fouilles ont livré 509 individus. Et sur la base du rapport du nombre de squelettes exhumés sur la surface actuellement fouillée, nous pouvons fournir une estimation de plus de 2000 individus restant encore dans les secteurs qui n'ont pas encore été exploités. Malgré la très mauvaise conservation des ossements, d'une manière générale, nous avons pu toutefois discuter certaines spécificités du recrutement, c'est-à-dire la composition par âge, par sexe aussi de la population inhumée. Alors, quelques pathologies isolées ont été relevées, dont un cas d'hyperostose vertébrale, mais aucune lésion osseuse relative à des violences n'a été mise en évidence. Donc, cette absence tend à discréditer l'hypothèse de martyr chrétien et nous orienterait plutôt vers l'hypothèse d'une crise de mortalité en relation avec une maladie infectieuse létale à court terme. L'absence quasi totale d'oscoxo bien préservés nous a privés d'une discussion générale sur la répartition sexuelle des individus. Mais dans certaines salles, cependant, ces mêmes vestiges osseux ont permis de mettre en évidence une prédominance très nette des sujets féminins. C'est ce que vous avez représenté en rouge sur le premier histogramme. L'analyse de l'âge a révélé une nette majorité d'adultes, vous voyez représenté en vert sur le deuxième histogramme, et surtout des adultes jeunes, et avec à l'inverse très peu de sujets immatures. Alors ces divergences par rapport à une mortalité naturelle pourraient s'expliquer soit par un recrutement déjà très spécialisé en termes d'âge et de sexe, soit par la nature même de la crise. Des analyses isotopiques sur différents supports ont été réalisées sur un échantillon d'environ 130 individus. Les principaux résultats révèlent l'accès à un régime alimentaire type, mais se singularisent par rapport à la population romaine pour la même époque par la mise en évidence d'une plus forte consommation de ressources animales marines. Et l'étude des schémas de mobilité a mis en lumière qu'à minima 23% des individus étudiés étaient des migrants avec des origines très diverses. Alors, si l'on tente maintenant une synthèse de l'ensemble des données, nous pouvons dire que ce secteur central de la catacombe romaine des Saint-Pierre et Marcellin témoigne de l'existence d'une crise de mortalité. Nos données rendent compte d'un mode de gestion des morts de masse jusqu'alors insoupçonné pour la Rome antique. Les victimes auraient été déposées dans des chambres souterraines, utilisées de manière récurrente, et ce, à l'occasion de crises de mortalité successives. Ce mode de gestion pourrait n'avoir été utilisé que par certaines communautés spécifiques, peut-être d'origine étrangère, comme semblent en témoigner les observations à la fois archéologiques et biologiques. L'hypothèse que nous privilégions aujourd'hui est celle d'inhumation de victimes d'épidémies. Alors, s'agit-il de la fameuse peste antonine ou plus vraisemblablement une variole? Les analyses de paléobiochimie moléculaire n'ont malheureusement pas encore permis d'identifier des fragments d'ADN pathogènes, ce qui ne signifie pas pour autant l'absence d'un agent infectieux. En gardant à l'esprit la dynamique particulière de ces dépôts,
on pourrait aussi supposer qu'il s'agisse de différentes épidémies successives. Alors, ces constatations à Saint-Pierre et Marcellin nous ont amenés à nous interroger sur d'autres contextes similaires, et deux autres catacombes ont bénéficié de quelques investigations. La première est la catacombe de San Callisto, sur la Via Appia, une des plus connues et probablement des plus visitées à Rome. En 1910, l'archéologue suisse Giuseppe Wilper avait mis au jour une séquence stratigraphique constituée d'une accumulation de squelettes humains. Alors, les illustrations extraites de la monographie de Wilper montrent des squelettes en coupe, tous en connexion et superposés. Wilper a évoqué la possibilité qu'il puisse s'agir du résultat d'une guerre ou d'une épidémie, mais il a conclu ses observations en écrivant que, n'ayant pas les moyens de comprendre, il préférait laisser cette stratigraphie en place pour les archéologues du futur. Alors, un rapide diagnostic sur place nous a permis de confirmer les propos de Wilper, à savoir qu'il s'agissait bien du dépôt simultané et dans un espace extrêmement restreint de plusieurs squelettes humains, malheureusement très mal conservés et sur une hauteur de plus de 2,50 m. La datation d'un fragment d'os nous a permis d'obtenir une fourchette chronologique assez proche de ce que nous avions à Saint-Pierre et Marcellin. Le cimetière Maius est aussi une vaste catacombe communautaire située sur la Via Nomentana. Elle a été étudiée en 1950 par l'archéologue Umberto Fazola, qui a entrepris l'étude des marches d'accès au complexe. Les fouilles de ce secteur avaient été motivées par la découverte de quelques restes picturaux et épigraphiques. Et la section de ce couloir et d'escalier proposée par Fazola permet de suivre les différentes phases de construction. Je ne détaillerai pas ici. Je me focaliserai sur le secteur renfermant deux épaisses couches de squelettes bien visibles dans la section. D'après les données fournies par Fazola, les squelettes étaient entiers, déposés les uns sur les autres, sans sédiments interposés, et une telle concentration lui a fait penser à l'effet d'une peste ou d'une guerre. Alors, malheureusement, aujourd'hui, la situation de l'ensemble est difficilement déchiffrable, car il semblerait aussi que certaines parties de ce secteur ont été entièrement vidées à une date inconnue. Et il ne subsiste qu'un grand tas d'ossements, dont plusieurs crânes visibles, mais totalement inaccessibles. Nous avons toutefois procédé à deux petits sondages manuels, dont la situation apparaît en rouge, sondages qui se sont révélés quasiment vides de tout vestige, à part le sondage 2, qui a révélé effectivement les marches que vous voyez sur la coupe proposée par Fazola. Et nous avons procédé au nettoyage de la coupe qui était située à l'aplomb du muret noté E. Et c'est ce qui nous a permis de repérer plusieurs ossements humains, adultes et immatures. On distingue assez nettement des crânes, quelques faisceaux d'os longs, presque tous fragmentés et témoignant d'un creusement et d'une vidange antérieure. Alors, une première restitution schématique donc des coupes effectuées sur le terrain permet d'apprécier d'une part la répartition des restes osseux dans la coupe sur environ 1 mètre, ce qui pourrait correspondre à une des phases de squelette observées par Fazola. On peut apprécier aussi leur diversité. Pour moitié, il s'agit de sujets immatures qui apparaissent ici en vert. On a pu prouver aussi la présence de connexions qui attestent bien de dépôts primaires. Elles sont ciblées par des cercles rouges. Et enfin, la superposition de quelques individus qui pourraient, bien que les indices restent toutefois très ténus, témoigner de dépôts simultanés. L'identification des ossements sur place et leur latéralisation nous ont permis d'identifier des individus à la fois couchés sur le dos, mais aussi sur le ventre et disposés selon des orientations variées. Une datation C14 sur os nous a fourni une fourchette chronologique ciblée entre 125 et 255 après Jésus-Christ. Alors, un approfondissement des données archéologiques de ce secteur doit être maintenant effectué avec les archéologues de la commission pontificale. Pour résumer, les catacombes de San Callisto et Maius présentent plusieurs similitudes, à la fois même séquence stratigraphique constituée de squelettes humains et des similarités dans l'organisation des dépôts et leur datation. Et ces similitudes semblent donc dénoter, là encore, une gestion des morts inhabituelle durant la période impériale et tout à fait comparable à celle qui a été décrite pour la catacombe de Saint-Pierre et Marcellin. Alors, nous tenterons pour ces deux catacombes une recherche d'agents pathogènes, bien que les conditions de conservation du matériel génétique, ici encore, ne soient guère optimales
et en particulier en raison de l'extrême humidité liée à ce type de contexte. Dans le cadre du projet ANR, nous souhaiterions élargir notre corpus archéologique en Italie à des ensembles funéraires autres que ceux des réseaux des catacombes et au moins deux sites romains urbains et suburbains datés des 1er et 3e siècles ont déjà été identifiés et devront être discutés et analysés. Et au moins l'un d'entre eux renferme des sépultures doubles dont l'effectif est assez intrigant. Alors, la question des épidémies antiques sera également discutée en collaboration avec des historiens, puisque l'un des objectifs du projet ANR est de dresser un corpus historique des crises épidémiques antiques et différentes données d'archives seront donc exploitées afin de proposer un bilan chronologique des maladies infectieuses durant l'Antiquité, mais également de discuter leur effet sur les attitudes des populations. Et Benoît Rossignol a déjà donné mercredi plusieurs pistes de réflexion sur le sujet. Nous avions organisé une première rencontre en juin 2019 à Rome et une deuxième est prévue début mars 2021 à Paris, j'espère. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.